Bonjour amis internautes, c'est News 24 et Grand Journal. Nous recevons Eric Momba de Grand Journal. Bonjour Eric Momba. Bonjour. Et nous devons rappeler à nos internautes que l'actualité de la semaine, une émission réalisée en partenariat bien sûr entre News 24, F45 qui chapeaute News 24 et Grand Journal et Congoscopie ici en Australie, à Melbourne. Et les émissions seront toujours animées par Denis Kaenge de News 24, Eric Mwamba de Grand Journal et Claude Charadi de Congoscopie. Et ensemble, nous formons F45. Mais sans plus tarder, nous poserons la question de Grand Journal parce que ça commence à faire trembler chaque fois. Qu'est-ce qui se passe avec Grand Journal pour cette semaine? Bon, demain, lundi, déjà, nous faisons cette émission dimanche, je crois, le 14 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 14, oui, c'est le 14. Alors, demain, lundi, nous allons publier une très grande analyse sur l'Union africaine. Donc, nous sommes habitués avec l'Union africaine qui a toujours été présentée comme un club de chefs d'État qui s'accroche au pouvoir, mais où on n'arrive pas à finaliser l'intégration qui a commencé depuis 12 ans, depuis qu'il y a eu le passage entre l'Organisation de l'Unité africaine à l'OUA. Les chefs d'État africains avaient pris l'engagement de commencer l'Union africaine des peuples, donc celle qui devrait permettre aux peuples africains de s'intégrer, de faire les affaires ensemble. Et cette Union africaine-là devrait se matérialiser par la fin des barrières, la fin des visas, le passeport unique, la monnaie unique, etc. Grand Journal. Voir le commerce aussi. Hein? Le commerce dans le cadre de la zone de libre-échange. Et c'est de cette union-là que Grand Journal parle demain. Donc déjà sur le kiosque, déjà le Grand Journal sera déjà là et vous connaissez déjà notre site, c'est www.grandjournalcd.com. Alors, comme actualité de la semaine, nous avons rappelé que chaque fois nous reviendrons sur chaque dimanche avec l'actualité de la semaine. Cette semaine ici, nous avons la mort ce dimanche à Lubumbashi, affaire Tchébéa. Fachi, président de l'Union africaine face aux diplomates à Kinshasa, Assemblée nationale, bureau définitif, nouvelle majorité, Matata Pogno et Bukanga Lonzo, il est toujours là, Est, la RDC, tuerie et état-major. Alors, Eric Mwamba, mais les armes commencent encore à crépiter à Lubumbashi, mais on pensait que c'était à l'Est. Qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est comme si l'État n'a pas changé et ça s'est aggravé, comme disent certaines personnes. Effectivement, les gens dormaient encore. Hein. C'est aux environs de 1h du matin à Lubumbashi qu'il y a eu, ça a commencé à canarder des miliciens. Tantôt, les uns parlent de Mai Mai, les autres parlent de Bakata Katanga. Donc, c'est une affaire, une nébuleuse dans laquelle on n'arrive pas encore à avoir toute la maîtrise de la question. Mais toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que les miliciens, déjà à partir de 1h du matin, ils se sont attaqués à un camp militaire. Ils ont défoncé un dépôt. Ils se sont emparés d'armes et de munitions. Et il y a eu 11 morts. 4 militaires du côté de FARDC, puisqu'ils ont été repoussés par les FARDC qui ont perdu 4 militaires dans leur sein et 6 miliciens et un civil qui a également trouvé la mort. Mais par rapport à l'analyse, vous ne pensez pas que c'est la présence, parce qu'il y a plusieurs notaires katangais qui sont rentrés et il semble qu'ils ont suivi Joseph Kabila Kabange. Il ne faut pas qu'on ait froid aux yeux parce que la fois passée dans nos émissions, nous avons dit qu'il y a des groupes de gens qui viennent de la Zambie, il y a quelque chose qui se passe autour des Numbi, fermes. Et s'il faut analyser, vous pensez qu'ils ne sont pas impliqués de près ou de loin? Bon, l'histoire des fermes, je pense qu'on en parlerait. On va encore en parler lorsqu'on va aborder la question, l'affaire Tchébéa. Il y a beaucoup de fermes qui sont faites par les politiciens, mais on aurait cru que c'était pour des raisons de lutte contre l'insuffisance alimentaire, mais ces fermes s'avèrent être des îlots d'assaillants qui sortent de temps en temps pour s'attaquer aux paisibles citoyens, et je pense qu'il faudrait que l'État puisse sécuriser les personnes de leurs biens. Mais je pense que c'est parmi des questions, puisque les motifs qui ont milité à la création de l'Union sacrée de la nation
presque toutes les affaires de l'État n'ont pas... Les institutions n'ont pas taillé bavette entre elles pour sécuriser les gens et répondre aux attentes de la population. Et un des problèmes en RDC, c'est l'insécurité. L'insécurité généralisée. On parle beaucoup plus de l'insécurité à l'est de la RDC, mais là, ça commence à descendre. Ça commence à descendre. Hein. Cher Denis, n'oublie pas que avant l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, on a quand même connu aussi l'insécurité qui s'est transposée de l'Est vers le Kasaï avec l'affaire Kamwina Sapou. Et de temps en temps, il y avait ces incursions de Bakata Katanga avec Gideon Kyungo qui était arrêté, qui est sorti sur un tapis rouge, etc. et qui s'est évadé encore. Aujourd'hui, il y a le général Numbi qui est recroquevillé dans sa ferme, etc. Je pense que l'objectif pour lequel il y a eu la nouvelle majorité, puisque la nouvelle majorité, on en parlera, est accuse maintenant avec le prochain gouvernement. Je pense que on va commencer à sécuriser la population. Au Katanga, dans le Haut-Katanga, puisque ça se passe dans le Haut-Katanga, le bureau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, est tombé, comme c'était le cas avec le bureau de l'Assemblée nationale à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a un bureau d'âge à Lubumbashi qui est présidé par Gabriel Kyungo-Akumwanza en tant que doyen. Et dans le prochain jour, il y aura des chambardements, même au niveau des provinces. Mais ça me dépasse parce que, vous savez, j'ai même des chairs d'épaule. Il y a une semaine, Grand Journal avait dit qu'à travers vous, bien sûr, que ce qui est bien au Katanga, très bientôt, tous les gouvernements seront changés plutôt, et ça se passera plus vers... Katanga, c'est Lualaba, il y a les zones. Et vous avez parlé de Baba Katanga, en fait. Oui, Baba Kyungo. Baba Kyungo. Moi, j'ai commencé même à m'amuser et dire à ces gars-là, on doit le mettre en prison. Tu te rappelles, non? Exactement. Il m'a dit non, c'est lui qui fera l'affaire là-bas. Exactement, oui. Je pense que... Où est-ce que vous trouvez tout ça? Non, mais on parle toujours de leaders transgénérationnels sur ces plateaux de Unus 24. Je pense que Baba Kyungo, c'était un des leaders transgénérationnels qui comprend aujourd'hui la nécessité de s'amender. Il faut s'amender avant de mourir pour reposer en paix. Dans cette région du Katanga, il y a eu quand même beaucoup de crimes. N'oublions pas que c'est dans cette région que Lumumba, Patrice Emery Lumumba, a perdu sa vie, et dans cette partie de la RDC, il y a eu même un secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui est mort en partant de cette province. Donc je pense que il y a la reconfiguration de la politique, la nouvelle donne politique qui a commencé avec la chute des institutions du FCC à Kinshasa, le Premier ministre, le bureau de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, Tamumamba, etc. Et le mouvement va se généraliser. N'oubliez pas que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a suspendu les motions de déchéance contre les gouverneurs qui étaient déjà visés pour des motifs politiciens. Donc, on va mettre de l'ordre dans la boutique, et je pense que les Congolais vont espérer être sécurisés, mais sauf qu'on ne peut pas, on déplore les morts, puisque chaque vie de Congolais est sacrée. On ne peut pas continuer à compter des morts. Maintenant, pour clore ce chapitre ici, la solution, vous pensez que pourrait être la solution au niveau de la présidence, de l'union sacrée et tout le reste, avant que le gouvernement n'arrive? Je pense qu'il faut prendre des mesures conservatoires, et il faut que la justice, quand même notre justice, le président de la République prône l'état de droit, mais je pense qu'il y a encore... Je sens une espèce de lourdeur du côté de la justice. Les magistrats ne doivent pas attendre qu'on leur donne des ordres. Les magistrats doivent faire leur travail. C'est un pouvoir indépendant. Le pouvoir judiciaire, ils doivent interpeller les gens, puisque ce n'est pas la première fois que les gens meurent dans cette ville de Lubumbashi. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Donc moi, je pense qu'il faut que la justice, les magistrats, puissent interpeller les gens. Les gens sont connus, les chefs des miliciens sont connus, mais je pense qu'il y a un sérieux problème. On verra ça lorsqu'on va aborder la question de notre deuxième point, oui. On verra qu'il y a un véritable problème aussi au niveau de la justice. Voilà, de ce pas, nous partons du deuxième point. Comment l'affaire Tchébéa, parce que j'ai suivi de toutes les chaînes, donc, comment ça ressurgit encore, quelque chose qu'on a déjà classé, et puis certains militaires, policiers qui ont été arrêtés, mais comment l'affaire Tchébéa refait surface? Vous ne pensez pas qu'on est en train de chercher
Rechercher quelqu'un, non, c'est parce que c'est une histoire qui était déjà finie. Comment on a encore réveillé ça? Bon, je pense que l'affaire Tchebeya n'était pas classée, sauf qu'il y a eu un procès bidon. Comme on est habitué d'avoir des procès bidons, puisque le véritable acteur dans l'affaire Tchebeya, selon les témoins, c'est le général John Numbi qui était directeur général de la police nationale. Donc je pense qu'ils appellent inspecteur général. Donc, le numéro 1, oui, le numéro 1 de la police nationale. À l'époque où Floribert Tchebeya est mort, s'appelle le général John Numbi. Il avait rendez-vous avec le Tchebeya. Il avait invité Tchebeya à son bureau. C'est comme ça que Tchebeya est mort, selon les témoins. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, parce que depuis 10 ans, dernièrement, il y a eu des témoignages que d'aucuns qualifient de nouveaux. Les policiers qui ont expliqué, qui ont participé à la mort de Tchebeya et Fidel Bazana. D'ailleurs. Qui ont fui, qui sont à l'étranger. On les a aidés à sortir. On les a aidés à fuir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens pensent que ce sont de nouveaux témoignages. En fait, ce sont de nouveaux témoignages du point de vue de l'opinion publique. Sinon, ces témoignages se trouvent déjà dans des dossiers, puisque c'est un procès qui a eu lieu, qui a été bâclé. Ces témoignages sont connus par les avocats de la défense, puisqu'il y a un collectif des avocats, des familles des victimes de Tchebeya, et ces avocats, et même les familles. Si vous parlez avec les familles des victimes, ils vont vous dire que ces témoignages ne sont pas nouveaux. Sauf qu'il y a un problème qu'il faut savoir. C'est que John Numbi, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Parce que cette émission a aussi un aspect pédagogique. Ouais. Oui, puisque le général John Numbi, en fait, c'est un militaire. Donc, un militaire ou un policier qui commet des actes infractionnels ou des crimes, ils doivent être jugés par des juridictions spéciales, c'est-à-dire le parquet militaire. Or, il se pose un problème au niveau du parquet militaire. John Numbi, c'est le militaire le plus gradé de la RDC. Donc, il n'y a pas un magistrat qui peut le juger au Congo. Au niveau de la justice militaire, il n'y a aucun magistrat qui peut juger John Numbi. C'est ce qui fait que durant le procès, John Numbi n'a pas été jugé. Oui, donc nous sommes dans l'économie des idées. Dans l'économie, nous sommes dans l'économie numérique, par exemple. Pour créer... les gens créent des apps. Les gens créent des applications. Des applications, par exemple. Vous n'avez pas besoin... Il y a une jeune fille française à l'âge de 16 ans. Elle s'appelle Philippine. Elle a créé une application qui permet de faire des appels dans des salles de classe et d'identifier, de localiser en cas d'attaque terroriste ou d'un problème quelconque, d'identifier dans une école là où se trouverait n'importe quel enfant. Vous savez, quand il y a attaque, par exemple, terroriste, les gens se mettent en débandade. Mais ça, elle a 18 ans aujourd'hui. Mais à l'âge de 16 ans, lorsqu'elle a créé cette application, c'était à l'époque du président français, François Hollande, qu'il avait invité au sommet du G8 au Japon, où elle a rencontré d'autres chefs d'État. Pourquoi elle a été invitée? C'est tout simplement pour vendre son concept à l'âge de 16 ans. Et ce concept, aujourd'hui, est en train de s'exporter dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire que je ne suis pas contre l'économie des biens, mais il y a aussi l'économie des services. C'est-à-dire que nous sommes dans la révolution du savoir. Puisqu'aujourd'hui, les Congolais voient trop les minéraux, le pétrole, mais les Congolais oublient la dimension service, la dimension idée, les concepts. D'ailleurs, cher Denis, moi je préconise dans le cadre de l'Union africaine, puisqu'il y a trop de gens qui font peur à la population en parlant de la balkanisation, de l'occupation. C'est devenu des termes. Moi, je déteste ces termes-là. Mais moi, à un moment, ça me rend malade. Moi, je milite pour la suppression des frontières. On ne devrait plus... Cher Denis, quand tu voyages en Europe, mais malheureusement, ces gens vivent... Il y en a qui sont au Canada, d'autres en Europe. Mais écoutez, en Europe, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Ça fait très beau. Hein? Vous êtes on était une fois à Amsterdam. Vous êtes à Amsterdam, vous partez en Allemagne, vous partez en Suisse, vous partez en Belgique. Et vous descendez comme si de rien n'était, vous êtes dans un autre pays. Il n'y a pas de contrôle des papiers, il n'y a pas de contrôle administratif. Moi, je milite pour qu'on supprime les frontières entre le Rwanda, écoutez,
Nous sommes un grand pays. La RDC, c'est un grand pays et nous avons la responsabilité de garantir la sécurité, le développement de notre peuple et de garantir la sécurité et le développement des pays voisins. Ouais. Par exemple, pourquoi on continue toujours à parler de l'occupation? On fait peur aux gens avec des expressions avec sans des contenu. Minembwe. Des fois, je suis perdu. Hein. Mais et On me puis dit, pourquoi? qu'est-ce qui se passe avec Minembwe? Qu'est-ce qui se passe avec Minembwe? Il n'y a rien qui se passe avec Il n'y a rien là-bas. Il n'y a Minembwe. même pas d'aéroport là-bas. Il n'y a rien. C'est pas Et puis vrai. pourquoi, cher Denis, pourquoi les gens sont des géopolitologues? Pourquoi ils ne sont pas des géodéveloppementistes, par exemple? Voilà, après. Pourquoi ils ne font pas ils n'écrivent pas des livres sur le développement? Pourquoi ils écrivent des livres pour nous expliquer comment les Tutsis ont mangé, comment les Quand est-ce qu'ils sont venus, ils ont fait ceci. comment ils envoient leurs enfants? Non, pourquoi ils ne font pas des livres sur le développement? Pourquoi ils ne montrent pas aux jeunes Congolais comment il faut créer des applications, par exemple? Ouais. Pourquoi ils ne font Et pas ça? pour leur propre protection, par exemple, des trucs comme ça, ils n'en font pas. Et moi, je crois que on verra. Les gens en font un peu trop. Ouais. Je pense que moi, j'aimerais demander, dans le cas de l'Union africaine, qu'on supprime les frontières, qu'on fasse un passeport unique, que Par exemple. dans l'analyse qui sort dans le Grand Journal, c'est intéressant. Un Congolais qui veut aller au Bénin, c'est tout un parcours de combattant pour quitter le Congo. Tu as besoin de passeport. De le faire. Oui. Vous savez, c'est difficile de circuler en Afrique. Oui. Par exemple, en Europe. Quitter l'Afrique, aller au Congo est plus dur que quitter l'Afrique, aller en Afrique, voyager d'un pays à un autre. À un autre. Moi, je me rappelais, j'étais en Afrique du Sud, ça c'est les années 2004. Ouais. Pour aller en Mozambique, c'était un problème. Exactement. On te pose trop de papiers. Combien de temps tu as fait en Afrique du Sud? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais avec, trop compliqué. j'étais avec une amie, hein, c'est une amie, une Congolaise, métisse. Mais pour quitter le Bichingobila à Kinshasa, traverser à Brazzaville, on lui a dit non, mais ils ont mondé, ils ont congolais. Voilà. Donc, c'est ça. Et on verra la suite. C'est toujours, on verra comment la présidence de Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République du Congo, comment il va orienter ses idées à l'Union africaine. Et nous passons directement à notre quatrième point qui est l'Assemblée. Finalement, le Congo a son assemblée définitive et avec la nouvelle majorité qui est l'Union sacrée. Comment ça se passe maintenant? Exactement, l'Union sacrée. C'est pas, les gens disent que c'est la même chose. Hein. Les gens d'abord nous disaient que Kabila est trop fort, il va demander à la Chine de faire la guerre, de vous tuer, etc. Paul Kagame va venir tuer les Congolais. Ouais. On ne peut pas changer la majorité. D'ailleurs, les FCC est majoritaire, mais aujourd'hui, est-ce que c'est que les géopolitologues nous mentent beaucoup, hein, je crois, parce qu'il faut maintenant qu'on vérifie le rôle, en fait. Ils n'apportent pas de solution. Ils posent des problèmes. Ils mentent en plus. Parce que souvent, tu sais pourquoi les mensonges, peut-être les gens ne vont pas nous prendre au sérieux, mais j'ai dit à nos amis que c'est vrai, ils mentent. Parce que quand tu dis, écoute, je connais Eric Mwamba très bien. D'ailleurs, j'ai parlé avec un gars proche d'Eric Mwamba que je ne voudrais pas passer son nom ici. Il m'a dit ça. C'est fini, il n'y a plus de journalisme là-dedans. Vous avez expliqué, quelle est la crédibilité pas crédible. Quand vous dites non, j'ai parlé avec quelqu'un de l'entourage de Kagame. J'ai parlé avec un Burundais. Un Angolais m'a appelé au téléphone pour me dire. Non, mais c'est des affabulations. On nous parle de Kimbonso, Christophe. Christophe Mbonso, on nous parle de Christophe Mbonso comme un kabiliste. Ouais, ils disent que... Est-ce que c'est Kabila qui a fabriqué Christophe Mbonso? Non. C'est un gars qui est depuis, hein. Qui est à l'époque de Mobutu, ministre plusieurs fois. Gouverneur de banque. Gouverneur, député, plusieurs fois. Mais voilà. Je pense que l'État ne tombe pas en faillite. C'est-à-dire qu'il y a un principe en droit administratif qu'on appelle la continuité de l'État. C'est-à-dire lorsque les Kabila sont venus au pouvoir, Christophe Mbonso était déjà là, il était déjà ministre au cadre à l'époque, mais il a continué à travailler. C'est la même manière qu'il va continuer à travailler avec le président Félix Tshisekedi. Nous prenons, personnellement, je soutiens le renouvellement de la classe politique.
Mais on ne va pas rejeter nos vieux puisque ça constitue des bibliothèques pour nous. Ce que nous demandons, c'est que les gens qui travaillent au nom de l'État travaillent dans l'intérêt de la population. On n'est pas contre des gens, mais on est contre des gens qui ne travaillent pas dans l'intérêt de la population. Aujourd'hui, on a la nouvelle majorité dans le cadre de l'Union sacrée. Et à tout moment, à partir de maintenant, on attend que le président de la République puisse nommer un nouveau Premier ministre qui peut intervenir, dont la nomination peut intervenir à tout moment. Mais les gens s'inquiètent aussi parce qu'ils se disent que les gens insistent en fait sur le fait de voir des nouvelles figures. Alors, ils sont fatigués de voir les mêmes personnes circuler. Ils sont vraiment fatigués. Les gens, ils ont dit, parce que les Mbosso et autres, ils ont travaillé. Moi, je comprends ce que vous dites. Il faut qu'il y ait continuité. Mais vous ne pensez pas que l'engrenage doit s'arrêter quelque part? Parce que ces gens, ils vont revenir en 2023. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde. Parce que je me rappelle quand Barack Obama a pris le pouvoir, en tant que jeune président, jeune dans le sens que beaucoup de gens d'ailleurs avaient critiqué qu'il était novice en politique. Mais le vice-président de Barack Obama, Joe Biden, était un chevronné de la politique américaine. Plus de 40 ans. Lui, il était déjà sénateur à l'âge de 29 ans. Donc, il a continué à travailler avec Barack Obama et aujourd'hui, il est président de la République. Et quand vous regardez dans les institutions américaines, il y a tout le monde. Il y a les jeunes, il y a les vieux. Il faut qu'au Congo, nous apprenions à vivre ensemble. Il ne faut pas que les vieux excluent les jeunes, puisque je n'aime pas les dictons qui disent... la jeunesse est l'espoir de demain. Non, la jeunesse n'est pas l'espoir de demain. La jeunesse doit travailler aujourd'hui. La jeunesse, c'est maintenant. Il ne faut pas dire que... Et ça, c'est de certaines personnes qui disent, qui promettent, qui disent aux jeunes, non, attendez. Non, demain n'appartient à personne. La seule réalité qui compte dans la vie du Congolais, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc, il faudrait que quand le président de la République nomme le prochain gouvernement, qu'il puisse tenir compte. Et j'ai vu ça déjà dans les gouvernements passés, qui était un gouvernement de coalition, qui était formé dans des conditions de négociation très difficiles, très compliquées. Le président a tenu quand même à mettre les femmes et les jeunes. Et je pense que dans ce gouvernement, le président mettra suffisamment de jeunes qui ont encore de l'énergie, qui ont encore qui maîtrisent les réseaux sociaux, qui maîtrisent les technologies. Les nouvelles technologies. Je pense que le président de la République tiendra compte de ça. Mais il faut aussi que nos jeunes travaillent. Parce qu'on a comme l'impression que nos jeunes attendent tout de l'État. Je me rappelle d'un leader américain qui a dit « Ne vous demandez pas ce que l'Amérique a fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous faites pour l'Amérique. » Mais ils ont été reçus par les chefs d'État. Vous pensez que le chef leur a donné certaines directions ou bien il leur a dit voilà la ligne de conduite? Parce qu'il semble que le dictat vient de très haut. Là. Les gens ne réfléchissent plus. Ils sont venus faire... C'était tout à fait... C'est une procédure normale. C'était le bureau d'âge, en d'autres termes, le bureau provisoire, qui a travaillé, qui a mis en place un bureau définitif. Et il était du devoir du bureau définitif, du nouveau bureau, qui se retrouve être dirigé par l'ancien président du bureau d'âge, de venir faire le rapport au président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. C'est vrai qu'il y a le principe de séparation de pouvoir, mais le président de la République est la clé de voûte. Vous voyez, même tout à l'heure, quand nous avons parlé de l'affaire Tchebeya, tout revient. Le président de la République, c'est les superstars du pays. Vous voyez, il est la Constitution. Est faite de sorte que le président de la République soit la clé dont il est l'arbitre. Dans la Constitution dit de lui qu'il est l'arbitre institutionnel. Donc, il était normal que le nouveau bureau vienne faire le rapport au président de la République pour lui dire le travail est fini. Qu'on vienne lui présenter la nouvelle majorité et la nouvelle composition pour lui dire vous pouvez nommer le Premier ministre. Puisque la loi dit le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité. Et je pense qu'aujourd'hui, contrairement aux sirènes de mauvais augure qui continuent encore à nous chanter que c'est Kagame qui dirige. Non, le président de la République aujourd'hui a les mains libres pour nommer le Premier ministre. Ah voilà, de ce pas, nous passons à Matata Ponyo. Mais Matata Ponyo est parti comme Premier ministre, mais ça le suit toujours. Et puis, cette histoire de Bukangalozo, mais on a dit que c'était voué à l'échec.
Comment on le poursuit encore? Bon, je pense que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui a toujours été présenté comme quelqu'un de modéré, un technocrate qui jouit d'une très bonne réputation dans les sphères dirigeantes internationales, notamment au niveau de Bretton Woods, la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux, je pense qu'il a raté l'occasion, à mon humble avis, de cette ère. Mais non, mais ce qui vous inquiète, c'est qui inquiète tout le monde parce qu'il veut tout simplement traduire IGF en justice, tout simplement. Oui, parce qu'il est fatigué de tout ce qu'on lui pointe du doigt chaque matin. Mais cher Denis, quand on traduit pas déjà en justice à la télévision. Lui, en tant que Premier ministre... Non, mais il est dit clair, il est agacé, il explique, on ne comprend pas. Mais il dit, mais écoute, vous êtes mieux placé pour nous expliquer. Mais non, les journalistes ne sont pas des juges. Non, parlez-nous un peu de IGF, comment ça fonctionne, parce que finalement, Matata Ponyo commence à en avoir marre. Il dit, bon, voilà, je vais vous traduire en justice. Tout simplement. Mais je pense que l'ancien Premier ministre Matata est un peu en déphasage. Hein. C'est quelqu'un qui écrit, il a même une revue là qu'il appelle Congo Challenge, mais je pense qu'il ne lit pas. Ou soit il a cessé de lire. Mais pourtant, c'est un prof d'université. Pourquoi? Parce que l'IGF, donc l'inspection générale des finances, a été réformée par le nouveau président de la République. Parce qu'en fait, l'IGF existe depuis l'époque du président Mobutu, puisque parmi les organes de contrôle, nous avons l'inspection générale des finances, nous avons la Cour des comptes, qui sont on a la police judiciaire des parquets, qui sont de grosses machines en matière du contrôle et d'audit en ce qui concerne la gestion des affaires de l'État, les affaires publiques, les finances, etc. Mais tout simplement, ce sont des institutions qui ont été enterrées par le régime du président Kabila. Ouais. Et le premier Matata Ponyo était ministre pendant, je crois, 4 ou 5 ans pendant la période du président Mobutu. Je pense qu'il ne connaît pas l'IGF. Il ne sait pas ce que l'IGF veut dire. L'IGF, le président Tshisekedi, quand il est venu avec sa politique, c'est l'état de droit. Alors, on ne peut pas instaurer un état de droit dans un pays sans contrôler les affaires de l'État. C'est de là même que découle la notion de la redevabilité, c'est-à-dire les citoyens doivent savoir ce qui se passe. Dans cette affaire de Bokanga Lonzo, l'IGF nous dit que l'État congolais a dépensé 285 millions de dollars, mais seulement 80 millions de dollars sont allés dans le projet lui-même, dont la moitié. Donc, dans les 80 millions que l'entreprise sud-africaine Africom dit avoir reçu, seulement 40 millions de dollars sont allés dans l'achat des équipements, et les autres 40 millions, on ne sait pas là où c'est parti, et il y a eu 205 millions de dollars qu'il faut justifier. Alors Matata, lui, il convoque la conférence de presse, au cours de laquelle il dit, c'est lui qui avait demandé à l'IGF d'aller faire cette enquête, et il est étonné que l'IGF ne lui ramène pas le rapport. Quand même. Il devait quand même ramener le rapport. Parce que quand je vous envoie, vous me ramenez. Parce que lui se voit dans la peau du Premier ministre de l'époque. Il est dignitaire jusque-là. Et puis il est sénateur. Hein? Non, mais cher Denis, mais c'est incroyable que nos professeurs viennent nous dire ça, c'est une aventure, c'est une monstruosité. Parce que la saisine des institutions, c'est-à-dire que les institutions de l'État se mettent en branle à travers un mécanisme qui est déjà prévu par la loi. Alors, pour que l'IGF aille faire sa mission, l'IGF d'abord, c'est un organe qui dépend du président de la République. J'ai entendu quelqu'un dire de la présidence. Non, pas de la présidence. C'est de l'individu. Il y a une loi, c'est le président de la République. C'est-à-dire, ça dépend. Il y a des présidents qui arrivent, qui mettent l'IGF, qui l'attachent au ministère des Finances, d'autres... Le président Félix Tshisekedi, quand il est arrivé... C'est moi maintenant. Non, quand il est arrivé, il a trouvé l'IGF qui était rattaché à l'institution président de la République. Lui, il l'a gardé, mais sauf qu'il l'a réformé en lui donnant plus de pouvoir, par exemple, pour que l'IGF puisse enquêter sur l'ensemble du territoire national. Ouais. C'est ainsi qu'on les a vus, par exemple, à là-bas. Ils ont commencé à travailler sur les finances de l'État dans d'autres provinces. Alors, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, soit c'est le président de la République
qui demande à l'IGF de se déployer sur le terrain, soit c'est le Premier ministre, soit c'est l'IGF elle-même, pas l'ancien Premier ministre. Parce que là, il est l'individu comme tout le monde. Parce que là, il est Eric Mwamba, ou bien on ne peut pas quand même demander à l'IGF. Mais sauf que dans ce qu'il dit, tout n'est pas faux. Et puisqu'il y a un principe en droit qu'on appelle le principe de contradictoire, c'est-à-dire, si on mène un audit sur vous, en tant que mandataire de l'État, l'auditeur ou l'enquêteur a l'obligation de vous donner l'occasion de présenter vos moyens de défense, c'est-à-dire de présenter votre version des faits par rapport aux allégations, puisqu'il y a un autre principe de droit qui dit « toute personne est présumée innocente oui. tant que sa culpabilité n'est pas établie par le juge ». Dans le cas d'espèce, l'IGF a envoyé les observations, l'ancien premier ministre, Matata lui-même il le reconnaît, que l'IGF lui a envoyé les observations, sauf qu'il aurait voulu qu'on lui envoie l'ensemble du rapport. Mais sauf que là aussi, il y a un problème. On ne peut pas lui envoyer l'ensemble du rapport. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas le seul concerné dans le rapport. Il y a eu, comme lui-même l'a dit au cours de sa conférence de presse, 4 ministres. 4 ministres qui étaient concernés par Boukangalonzo. Et il y a aussi l'entreprise sud-africaine. Il y a l'entreprise sud-africaine. Donc, c'est-à-dire que les enquêtes de l'inspection générale des finances relèvent aussi de ce qu'on appelle les enquêtes préjuridictionnelles, puisque l'IGF, c'est un organe auxiliaire du parquet. Leur rapport va être transmis aussi, c'est déjà fait, aussi ce n'est pas encore fait, transmis au président de la République et au parquet. Et le parquet, à ce niveau-là, on ne peut pas vous permettre, vous, de connaître tout ce qui a été fait sur les autres voilà. personnes concernées. Donc, on vous envoie, on envoie à Matata seulement ce qui concerne Matata, c'est que Matata, lui, il est en train de protester. Mais seulement s'il va au parquet, le parquet va également lui donner les pièces pour lui permettre de présenter, de préparer sa défense. Moi, je pense qu'il devrait rester. Mais j'aimerais dire un mot, toujours dans le cas de Boukangalonzo. Il y a 4 journalistes. 4 journalistes que je connais personnellement, que je respecte beaucoup pour leur qualité professionnelle, mais qui sont allés mettre leur nez fourré, leur groin dans l'affaire de l'IGF. Ils sont allés faire une contre-enquête sur l'enquête de l'IGF. Mais l'IGF, le problème est que l'IGF a des moyens illimités. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé aussi que Matata Mponyo était innocent. Et ils ont trouvé que Matata Mponyo est innocent. Et ils ont écrit un rapport de 40 pages qui blanchissent Matata Mponyo. Ça, c'est grave, puisque le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas eu accès à toutes les pièces, puisqu'il y a des institutions de l'État auxquelles vous n'avez pas accès. Quand on connaît l'omerta qui existe au Congo, les informations ne sont pas disponibles, il n'y a pas la loi sur... On en a déjà parlé dans cette émission, la loi sur le Freedom of Information Law n'existe pas au Congo, donc par conséquent, eux, ils n'ont pas accès aux pièces. Et puis, un dernier point peut-être, c'est dans mon expérience journalistique, c'est peut-être, si ce n'est pas la première fois, peut-être l'une des rares fois où je constate que les journalistes, normalement, ils font des enquêtes dans le cadre de la redevabilité pour permettre à la population de faire la lumière sur la manière dont les affaires sont gérées. Mais voici des journalistes qui vont faire des enquêtes pour montrer que des ministres n'ont pas détourné de l'argent au moment où l'organe de contrôle attitré dit que le ministre en détourné. Et là, c'est dangereux. Hein? Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Pourquoi ne pas attendre que la justice... Et puis, quel rôle les journalistes jouent là? Les journalistes jouent le rôle de blanchisseurs. Voilà. Et ça sent du roussi. Et ça sent du roussi. Ça sent du roussi. Voilà. Ça sent du roussi, ça sent du pétrole, quoi. Voilà. Donc, voilà, le temps qui nous a imparti nous chasse derrière. Nous allons au dernier point qui est l'Est de la RDC. Il continue à tuer là-bas et à la tuerie, mais pourtant on a promis l'état-major et qu'il semble que c'est déjà... Il y a des contingents déjà en direction de l'Est.
Qu'en est-il? Bon, mais cher Denis, avant de passer à ces cas, j'aimerais qu'on parle un peu. On a vu un député national. Ah oui, on a vu Monsieur Eliezer. Eliezer Tambo. On a vu Eliezer Tambo parmi les journalistes. J'ai toujours été contre, mais les gens ne comprennent pas. J'ai dit, mais quand vous êtes député et vous avez le temps de faire des émissions librement comme nous le faisons, on s'est dit qu'il n'y a pas de travail là-bas. Bon, et finalement, il se retrouve à la conférence de presse de Massata. Moi, je sais qu'un député, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à faire. Ouais. Pourquoi on est député? C'est pour parler de manière institutionnelle. Parce que très souvent, en tant que journaliste, parfois, on a une voix qui n'est pas très écoutée, même si on dit que la presse est le quatrième pouvoir. Mais quand vous avez la chance d'aller à l'hémicycle au nom de la population, vous parlez au nom des institutions, c'est-à-dire vous êtes revêtu du pouvoir constitutionnel. Vous êtes, parce que il n'y a que le président de la République et les députés qui représentent la nation congolaise. Donc quand vous êtes député comme Eliezer Tambwe, vous êtes revêtu du pouvoir constitutionnel de convoquer les membres du gouvernement. Puisque le Parlement, je pense qu'il y a un véritable problème au Congo. Il faut renforcer les capacités des députés, des institutions. Parce que le Parlement a deux rôles importants à jouer. D'abord, le rôle de légiférer, donc l'élaboration des lois. Et les lois doivent être élaborées dans l'intérêt de la population, l'amélioration des conditions de vie de la population à travers les politiques publiques. Oui. Et deuxième mission, c'est de contrôler les institutions, en particulier l'exécutif. C'est-à-dire qu'un député a deux moyens que la Constitution lui confère pour interpeller un membre du gouvernement ou un mandataire public à travers une question orale, une question écrite ou l'interpellation, pour qu'il vienne se défendre. Mais là, on a vu un scénario, un théâtre, où on voit un député qui s'est réduit au rôle de journaliste et qui va à la conférence de presse pour poser des questions à un ancien membre du gouvernement. Je pense qu'il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème au Congo. Et je pense que les Congolais devraient quand même tenir compte. Puisqu'on parle d'élections, mais quand vous allez aux élections, vous votez. Quelle est la qualité des personnes que vous envoyez au Parlement et pour faire quoi? Un député, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à faire, qui doit avoir un cabinet. Donc, il reçoit qui travaille avec des communautés, l'élaboration de projets de loi. Wow. Un député. Écouter les gens de sa circonscription, passer voir les problèmes il y en a plein, Au lieu de faire aller à des conférences de presse, mais quand est-ce qu'on a vu, par exemple, j'ai suivi hier dans l'émission de Inews 24 d'hier, tu as parlé énormément sur, par exemple, Covid-19. Dans d'autres pays, il y a eu énormément de lois. Il y a eu des centaines et des centaines de lois sur la santé publique dans le cas de la pandémie. Il n'y a eu aucune loi dans le cas de la pandémie, mais nous avons des députés qui font des émissions. Non, je ne suis pas contre les émissions, mais en tout cas, franchement, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème là, oui. Voilà. Nous finissons par l'Est de la République démocratique du Congo, tuerie, et puis entre-temps, il y a l'état-major qui doit s'installer, comme l'a promis le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, que je mettrai l'état-major là-bas afin de faire une zone tampon entre ceux qui viennent attaquer et voilà, être là juste au milieu. Et qu'en est-il pour l'instant? Moi, je pense qu'il y a un véritable problème puisqu'on continue à déplorer les morts parmi les citoyens. Toute vie de chaque Congolais est sacrée. On n'a pas le droit de continuer à avoir des Congolais qui sont tués par des irresponsables. Mais je pense que dans cette zone de l'Est, il y a un sérieux problème, cher Denis, puisque aucun mouvement, aucun groupe armé, aucun mouvement rebelle ne peut avoir accès à la population et tuer tranquillement s'il ne bénéficie pas de la complicité des citoyens et des autorités. Ouais. Il y a plusieurs rapports qui ont établi clairement que il y a la complicité entre les généraux militaires et je pense que... On parlait même de Kinshasa, non? Exactement, les autorités de Kinshasa. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'il y a déjà une équipe d'avance qui prépare déjà l'installation de l'état-major général dans cette zone. Mais la chose la plus importante,
dans les prochains jours, selon nos informations, le président de la République va faire une nouvelle mise en place de l'armée. Et l'armée, tous les généraux seront retirés. Parce que ce sont des généraux qui font des affaires. Des généraux affairistes. Qui étaient même inquiétés à l'Est pour avoir dénoncé et dit il y a des généraux qui font du commerce à la place de travailler. Et puis ils sont habitués des populations, ils ont eu des enfants, ils ont fait des familles là-bas. Et ce qui fait que ça leur affaiblit dans leur travail. Exactement. Donc dans la prochaine mise en place, il y aura de jeunes officiers, de capitaines, de lieutenants, de capitaines, en tout cas pas au-delà du grade de major, à qui le président de la République va confier la responsabilité de sécuriser la frontière et d'aller en opération avec des troupes. Et je pense qu'on finira avec ces gens. Mais il faut aussi que nos citoyens comprennent que une seule personne qui meurt au sein de la communauté, c'est une perte énorme pour les pays. Il faut éviter d'être complice avec des tueurs. Alors, le temps qui nous a imparti, nous l'avons largement dépassé. Merci beaucoup, Eric Mwamba. Et je pense que nous remercions Grand Journal et nous remercions iNews 24. Et en collaboration, évidemment, à 3 avec Congoscopie. Et F45, nous reprenons les activités. Et cette fois-ci, ce sera chaque dimanche. Vous allez nous suivre chaque dimanche l'actu de la semaine de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Eric Mwamba. Merci beaucoup, cher Denis, d'avoir dirigé cette émission avec Maestra. Merci beaucoup et nous allons nous retrouver très prochainement. À bientôt. On a toujours besoin de vous. À bientôt.